Est-ce que les blockbusters de l'été font encore vivre les salles de cinéma? Justement, c'est l'heure de faire le bilan du box-office estival de 2024, qui a été un cas extrêmement intéressant. Parce que vous allez voir que ce qui s'annonçait comme un carnage s'est transformé en sauvetage un peu rassurant pour le futur. Un peu. Vous le savez sans doute, mais l'été, c'est une des périodes majeures pour le cinéma mondial, et en particulier aux États-Unis, où les plus gros films hollywoodiens débarquent. Sauf que depuis le Covid, les gros studios ont peur, autant que les exploitants de salles d'ailleurs, parce que les entrées arrivent difficilement à retrouver le mojo de la fin des années 2010. Alors pourquoi est-ce qu'on allait autant scruter le box-office de 2024 ? Eh bien parce que 2023 a marqué une rupture avec les habitudes de consommation des spectateurs. D'un côté, on a eu le succès massif et très commenté de Barbie et Oppenheimer que personne n'imaginait voir prendre une telle ampleur. Mais de l'autre, il y a eu les flops en pagaille des franchises les plus installées, alors DC avec The Flash et Blue Beetle, Indiana Jones 5, Transformers Rise of the Beast, Fast X ou encore Mission Impossible 7. Tous n'étaient pas des méga échecs, mais entre leurs résultats souvent décevants et leur budget parfois astronomique, ça devenait compliqué de rentabiliser tout ça. Si le sujet vous intéresse, on a analysé en profondeur le box-office de 2023 dans notre podcast La Réu d'écran large, qui fait partie du plus large écosystème d'écran large. Mais pour qu'on reste un média indépendant avec autant de contenu à proposer, on a besoin de votre soutien. Si le cœur vous en dit, on propose pour ça un abonnement sur le site d'écran large qui vous donne en contrepartie accès à plein d'articles exclusifs chaque semaine. Le lien est en description et d'avance, je vous fais plein de bisous baveux. Quand on parle des blockbusters de l'été, il faut savoir qu'Hollywood triche un peu. Le coup d'envoi de la période, c'est le début du mois de mai, donc la fin du printemps, et c'est le cas pour plusieurs raisons. Déjà, le premier Star Wars, qu'on considère comme l'un des prototypes du blockbuster moderne, est sorti le 25 mai 1977 aux États-Unis, donc ça a un peu entériné la tradition. Et puis pendant très longtemps, un blockbuster qui sortait en mai s'assurait une longévité en salle sur les mois de juin, juillet et août en cas de succès. Quoi qu'il en soit, le premier week-end de mai est très observé, parce qu'il a tendance à donner le là pour le reste de l'été. Et c'est sans doute pour ça que depuis le carton monumental d'Avengers en 2012, c'est une date qui a souvent été trustée par Marvel. Si je me contente des exemples les plus récents, en 2022 c'était Doctor Strange 2 et en 2023 Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. À la base, le 3 mai 2024 était réservé pour Deadpool et Wolverine, mais à cause de la grève des scénaristes et des acteurs qui a obligé le tournage à être mis en pause pendant un certain temps, le film a été repoussé en juillet. À la place, Universal en a profité pour transformer l'un de ses films prévus pour le mois de mars en blockbuster de l'été, The Fall Guy. Et honnêtement, sur le papier, je comprends totalement ce qui les a poussés à ce changement de date. Un film d'action plutôt rigolo et sympathique par le réalisateur de Bullet Train, avec Ryan Gosling qui sortait alors du carton de Barbie, ça avait pas mal d'arguments pour gagner en ampleur au box-office. Et là, c'est le drame. Avec un démarrage sur le sol US à 27 millions de dollars, The Fall Guy est un bide incontestable. À titre de comparaison, le démarrage de Doctor Strange 2, c'était 187 millions et la barre des 100 millions est devenue un passage plus ou moins obligé pour un blockbuster à cette date. Pour que vous vous rendiez compte, depuis 2000, The Fall Guy a le 3e pire démarrage d'un blockbuster américain sur le premier week-end de mai. Devant lui, il y a juste Kingdom of Heaven de Ridley Scott et surtout Un homme en colère de Guy Ritchie qui pour rappel était sorti en 2020, donc Covid, tout ça. Avec 92 millions de dollars de recettes totales en Amérique du Nord et 87 à l'international pour un total mondial à 180 millions, c'est la méga lose. D'autant que le film a coûté au moins dans les 100 millions de dollars, donc il est loin de rentrer dans ses frais. Et avant que vous disiez si 180 c'est plus que 100, c'est pas comme ça qu'on calcule le succès d'un film, et on a justement fait une vidéo pour tout expliquer. En tout cas, tout le monde s'est inquiété de ce flop, et aux États-Unis, les médias ont commencé à voir en The Fall Guy le mauvais présage d'un été catastrophique. Et pas de bol, mais la suite du mois de mai n'a pas vraiment aidé. Il y a bien sûr le cas de Furiosa, qui est très loin d'avoir retrouvé les chiffres de Mad Max Fury Road. Avec 172 millions de dollars de recettes mondiales, dont seulement 67 sur le sol américain, c'est à nos yeux l'un des échecs les plus tristes de ces dernières années, parce que le film est super en plus. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous renvoie à la vidéo super de Geoffrey sur le box-office de Furiosa, mais je tiens à rappeler que fin mai, date à laquelle le film est sorti, c'est un autre moment ultra important du box-office annuel,
puisque les Américains y fêtent le Memorial Day. C'est un week-end précieux pour les blockbusters, et à cause de ça, le beat de Furiosa n'en est que plus retentissant. Ça reste 2 des cas les plus extrêmes de l'année, mais le mois de mai a aussi déçu sur les propositions plus familiales. Que vous preniez Blue et compagnie de John Krasinski ou Garfield le film, qui est sorti bien plus tard en France, on reste sur des démarrages à 33 et 26 millions de dollars, et un total qui a péniblement atteint les 190 millions pour Blue et compagnie et 228 pour Garfield. Pourtant les deux films avaient le terrain pour eux, et Blue et compagnie avait même l'aura certaine de Ryan Reynolds en acteur principal, même si bon, vous vous en doutez, il s'est rattrapé ailleurs. Seul réconfort dans ce torrent de déception, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui est le premier à avoir dépassé un démarrage américain à plus de 50 millions de dollars pour un total mondial à 397 millions. C'est pas mal, mais ça reste aussi à relativiser puisque c'est de loin le score le plus faible de la nouvelle saga de La Planète des Singes, dont le record reste encore détenu par le deuxième volet, La Planète des Singes, l'affrontement, et ses 790 millions de recettes mondiales. Le mauvais signal que tout ça a envoyé, c'est surtout à quel point les blockbusters américains ne pouvaient plus vraiment se reposer sur leur propre territoire, ce qu'on appelle le box-office domestique. Pour ce genre de film, le public américain reste sa plus grosse proportion, donc si lui déserte les salles, c'est mort pour attraper ça à l'international. Et vous verrez plus tard dans cette vidéo qu'une autre inquiétude est à ajouter à ce tableau. Mais pendant que les studios se rongeaient les ongles, juin est arrivé, et avec lui, ça pelletait de bonnes surprises. Parce que du coup, beaucoup s'attendaient à voir les franchises les moins solides se planter dans les grandes largeurs. Pourtant, ça a commencé fort avec Bad Boys 4, même si ça me déprime un peu et je vous renvoie pour ça à ma critique assez assassine du film. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Cette suite a quasiment reproduit le parcours du troisième volet, qui était, rappelons-le, l'un des derniers cartons du box-office avant la crise sanitaire. 56 millions de dollars au démarrage américain et un total mondial à 400 millions, c'est solide, et ça l'est plus que La Planète des Singes avec des chiffres similaires pour la simple raison que ça a coûté a priori beaucoup moins cher à produire. On parlerait de 90 à 100 millions pour Bad Boys, là où La Planète des Singes s'élève à 160 millions de budget. Dans un domaine similaire, il y a Sans un bruit jour 1, qui reste un petit blockbuster à hauteur de 67 millions de dollars de budget, mais qui a plutôt bien tenu la route au box-office. Là aussi, démarrage à 52 millions, et son total mondial est à 261 millions de dollars. Alors oui, on pourrait dire que c'est pas si génial, étant donné que Sans un bruit 2 avait fait quasiment 300 millions en mai 2021 quand le Covid était encore assez présent. Mais dans le contexte actuel, il faut surtout souligner le maintien de la franchise, qui aurait pu se planter comme beaucoup d'autres. Mais tout ça, c'est finalement du pipi de chat à côté du plus gros carton de l'année, Vice Versa 2. Alors on l'attendait, Vice Versa 2, mais on avait aussi un peu peur au vu des bids en rafale de Pixar ces dernières années, entre le crash de Buzz l'éclair et le sauvetage in extremis d'Élémentaire, qui a rattrapé son démarrage catastrophique par un bouche à oreille étonnant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra pas s'étonner que Pixar ne mise plus que sur les suites de ses films à succès. C'est bien simple, Vice Versa 2 a pété tous les records. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça y est, il a atteint le top 10 des plus gros succès de l'histoire, détrônant au passage le premier Avengers pour un total mondial de 1,6 milliard de dollars. Il devrait d'ailleurs aisément atteindre la 8e place, détenue pour le moment par Le Roi Lion de 2019 et Jurassic World, qui n'ont que quelques dizaines de millions d'écart. Ça en fait non seulement le plus gros succès de Pixar devant Les Indestructibles 2, mais aussi le plus gros film d'animation de l'histoire, au-dessus de La Reine des Neiges 2. Comme je le disais plus tôt, le démarrage c'est devenu l'un des éléments majeurs pour calculer le succès d'un film. C'est un peu triste parce que ça prouve que c'est de plus en plus dur pour les blockbusters de se maintenir sur la durée. Mais du coup, ça rend le premier week-end toujours plus important. Et quand je disais que la barre des 100 millions est un indicateur primordial, on peut comprendre pourquoi l'industrie et les exploitants avaient peur pour 2024. Vice Versa 2 n'est que le premier film de 2024 à dépasser ce palier. Et il l'a d'ailleurs bien dépassé puisqu'il a engrangé 155 millions de dollars. Quand on prend en compte l'inflation et l'augmentation du prix moyen d'un ticket de cinéma aux États-Unis, il est quand même plus facile depuis la fin des années 2000 d'atteindre ce palier de 100 millions. Et ça arrivait même plutôt fréquemment. Sauf que avant Vice Versa 2, quel était le dernier film à avoir atteint les 100 millions au démarrage ? Eh bien c'était Barbie, sorti presque un an avant. Ce qui veut dire qu'entre la deuxième moitié de 2023 et la première de 2024, aucun film n'a eu des chiffres aussi revigorants. Et sans grande surprise, au-delà du démarrage, ce sont les deux derniers films à avoir atteint le milliard de recettes mondiales. Ajoutez à ça le fait que Bad Boys 4 se tenait encore très bien pendant que Vice Versa déchirait tout, et ça a redonné du baume au cœur aux salles du monde entier. Mais heureusement, Vice Versa 2 n'est pas le seul milliardaire, puisqu'il a vite été rejoint par Deadpool et Wolverine, le méga blockbuster de juillet,
et surtout le retour en fanfare d'un Marvel Cinematic Universe qui revient quand même de loin avec les beats d'Ant-Man 3 et de The Marvels. Deadpool en blague lui-même dans le film en disant que le MCU n'est pas à son meilleur pour son arrivée dans la franchise, et pourtant Deadpool 3 a fait retrouver à la saga des couleurs qu'elle n'avait plus eues depuis Spider-Man No Way Home en 2021. Ce qui veut surtout dire qu'il a fait le meilleur démarrage de l'année avec 211 millions de dollars sur son premier week-end américain, sans doute boosté par tous les fans impatients et ceux qui voulaient éviter les spoils. Pour le moment, le film a atteint les 1,2 milliard de dollars dans le monde et ça ne devrait pas s'arrêter là. C'est non seulement le haut du panier du MCU, mais c'est surtout le plus gros box-office pour un film classé R, donc interdit aux moins de 12 ans en France. Il dépasse les deux premiers Deadpool et surtout La Passion du Christ de Mel Gibson. I am Marvel Jesus. Et en plus, côté film d'animation grand public, Juillet a pris la relève avec Moi Moche et Méchant 4. Cas intéressant, parce que inverse à Deadpool, où son démarrage de 75 millions, ce qui est bien mais pas non plus incroyable, ne l'a pas empêché d'atteindre pour le moment 885 millions de dollars de recettes mondiales. Ça sous-entend une bonne tenue sur la durée, qui a au fond toujours fait le sel des productions Illumination. Tout ça pour dire qu'après un mois de mai vraiment tristoun, les blockbusters les plus attendus de 2024 ont cartonné, et souvent bien au-delà des estimations initiales. Mais là où 2024 est pour le moment une vraie surprise, c'est que les studios semblent commencer à retenir des erreurs de 2023 et de ces mastodontes tellement chers à produire qu'ils deviennent impossibles à rentabiliser. Face à ces très gros films, il y a souvent moins de place à donner ou d'espace marketing pour les plus petits films, notamment ces fameux budgets moyens de plus en plus absents des multiplexes. Pourtant, cet été de blockbuster a vraiment connu l'opportunité de faire vivre ces œuvres-là. Je pense à Trap de M. Night Shyamalan, qui est pour le moment à 70 millions de dollars de recettes pour un budget de 30 millions. Il faut aussi citer le film d'horreur Longlegs avec Nicolas Cage, qui a connu un succès vraiment surprenant. Pour un budget inférieur à 10 millions de dollars, le film en a engrangé plus de 100 dans le monde, ce qui en fait au passage le plus gros succès de la société de distribution Neon, qui devient le nouveau roi de l'indépendant aux côtés d'A24. Et enfin, comment ne pas évoquer It Ends With Us, enfin jamais plus dans la langue de Jules, la fameuse adaptation du roman de Colin Hoover avec Blake Lively. Alors au cas où vous ne le saviez pas, ce n'est pas vraiment une comédie romantique puisque ça parle entre autres de violence domestique, mais la promo a quand même joué la carte romance rose bonbon et rappelé au passage à quel point ce type de film manque en salle. Résultat, pour un budget d'à peine 25 millions de dollars, le film est déjà à 242 millions de dollars de recettes mondiales, dont un démarrage américain à 50 millions, qui lui a permis sur sa semaine de sortie d'être juste derrière Deadpool et Wolverine. Et vous le savez sans doute, mais Ryan Reynolds et Blake Lively sont mariés, et le couple a justement joué de cette connivence pour faire une sorte de marketing croisé entre les deux films. Pour certains, c'est même le Barbenheimer de cette année, alors pas vraiment, et c'est quand même vachement plus calculé et artificiel, mais il est évident que leur sortie rapprochée a beaucoup aidé. Bon, ça et les multiples dramas de réseaux sociaux sur le fait que Blake Lively et le réalisateur Justin Baldoni peuvent pas se piffrer, ça a impacté forcément la promo du film, sa gestion sur les différents partis, et sans doute aidé aussi à faire croître la popularité du film. Quoi qu'il en soit, Hollywood a bien compris que des films plus humbles pouvaient être transformés en vrais blockbusters, y compris au sein des franchises. Alien Romulus est pour ça l'exemple parfait. Ça a coûté 80 millions de dollars, soit une fourchette très basse pour un blockbuster, surtout par rapport à Prometheus et Alien Covenant, et pour le moment ça en a rapporté 225 dans le monde, ce qui est plutôt encourageant. Et en soi, Alien est un peu la dernière grosse sortie du mois d'août, si on enlève le furoncle Borderlands, qui était voué à se planter entre ses critiques désastreuses et son IP périmé. Donc quelle leçon retenir de tout ça? Est-ce que le box-office est enfin de retour sur les rails? Je vais y répondre, mais avant ça, un petit mot sur le grand spectacle à ne pas rater en ce moment et qui n'est pas américain pour le coup. Psst, vous voulez du blockbuster vraiment fun, délirant et généreux? Ne cherchez plus, pour ça il suffit d'aller du côté de la Corée du Sud avec Alienoid, l'affrontement qui sort en salle ce 28 août et dont on est très content d'être partenaire. Alors pour rappel, c'est la suite du premier Alienoid, dont on a aussi été partenaire d'ailleurs, en sachant qu'il est dispo en vidéo et sur Amazon Prime Video. Le premier film de Choi Dong-hoon y installe toutes les règles de son univers foisonnant pour pouvoir se lâcher complètement niveau action dans le second. Et quand je parle d'univers foisonnant, je parle d'une vraie démarche de pop culture, celle qui s'amuse à mixer plein d'influences qui a priori ne devraient pas aller ensemble. Parce qu'Alienoid vagabonde entre notre présent et le XIVe siècle, dans un monde où des extraterrestres prennent discrètement possession d'êtres humains depuis des millénaires.
Pour veiller au grain, un protecteur du futur s'assure que les aliens ne s'échappent pas, mais malheureusement Séoul subissait une attaque de masse dans le premier film avant qu'un portail spatio-temporel ne coince certains personnages dans le passé. Je sais, ça fait beaucoup, mais une fois que vous acceptez la dynamique du film, ça devient beaucoup plus clair et Alienoid 2 s'éclate avec sa façon de connecter les temporalités et de boucler la boucle avec plein de retournements de situation déments. Mais surtout, on sent bien qu'on a affaire là au plus gros budget de l'histoire du cinéma coréen. Entre l'ampleur de son monde et ses scènes d'action qui mixent kung-fu, armes à feu, pouvoirs magiques et armes légendaires, Alienoid a des airs de gros fantasmes enfantins qu'il suffit d'embrasser avec délice. Surtout que l'imaginaire et la qualité technique sont souvent plus spectaculaires que chez ses homologues américains. Et pour ça, je ne peux que citer une baston dans un train hyper maligne et stratégique qui vrille au chaos total au point de m'en avoir décroché la mâchoire. En bref, Alienoid l'affrontement est bien ce qu'on attendait de lui. C'est une conclusion hyper satisfaisante dont l'ambition évoque dans son climax ce que pourrait nous offrir une vraie bonne adaptation d'animé en live action. Donc si vous voulez voir un divertissement vraiment différent et fun, foncez en salle voir Alienoid l'affrontement à partir du 28 août. Ce qui fait peur aux studios et aux salles de cinéma, c'est le fossé qui s'est créé au niveau des entrées depuis le Covid. Et chaque année, la question, c'est de savoir si l'écart peut être resserré avec l'an de grâce 2019, qui reste une année de tous les records. Avengers Endgame, Le Roi Lion, Toy Story 4, Spider-Man Far From Home, Aladdin, la liste est longue et encore je me contente des succès de l'été. Le total des recettes mondiales de la période estivale, pour vous donner une idée, c'était 10 milliards de dollars en 2019. Et en 2023, c'est 5,7 milliards. À la date du 12 août, 2024 était pour le moment à 5,1 milliards. Donc ça sauve les meubles, mais c'est pas non plus si incroyable. Pourtant, avec tout ce que je viens de dire, a priori, 2024 s'en sort mieux que 2023. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce qui est rassurant, c'est que le public américain est plutôt de retour en salle. Et pas que pour Deadpool et Vice Versa 2. Mais le problème, c'est que les blockbusters américains galèrent beaucoup plus à l'international. Preuve que le fameux soft power états-unien n'est peut-être plus si hégémonique. L'évidence de ce côté-là, c'est la Chine, qu'Hollywood n'a cessé de courtiser depuis pas mal d'années. Sauf que la Chine privilégie de plus en plus ses blockbusters locaux. En 2019, l'été de blockbusters américains avait condensé 1,3 milliard de dollars de recettes juste avec la Chine. En 2024, c'est juste 120 millions. Pour être concret, Avengers Endgame, à lui seul, c'était 632 millions en 2019, alors que Deadpool 3, c'est à peine 57 millions. La Chine est bien sûr le cas le plus hardcore, mais ça s'applique à pas mal de pays européens. Un article d'IndieWire parle notamment de l'Allemagne, mais en France, même si on est présent sur Deadpool et vice versa, le plus gros carton de l'année reste un petit truc en plus d'Artus, et c'est 10 millions d'entrées. Et on peut ajouter à ça les 7 millions du Comte de Monte Cristo. En bref, les blockbusters n'ont peut-être plus autant d'attrait à l'étranger. Si le box-office domestique reste le territoire majeur pour un blockbuster, l'ensemble des autres pays a amené à une moyenne de recettes qui tournait minimum autour du 60 à 40%, avec l'avantage pour l'international. Mais cet écart se resserre. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, Avengers Endgame, c'est 31% de ses recettes aux US et 69% à l'international. Deadpool et Wolverine, on est sur 48% en domestique et 52% à l'étranger. Et pour ça, il faut finir avec le cas le plus chelou de cet été et le seul film dont je n'avais pas encore parlé, Twisters. Si je l'ai gardé pour la fin, c'est qu'il encapsule toutes les problématiques de cet été de blockbuster. D'un côté, son démarrage à 81 millions de dollars sur le sol américain a largement dépassé les estimations les plus optimistes et le film a fini par récolter 248 millions sur ce seul territoire. En soi, avant l'arrivée de Deadpool, Twisters a été considéré comme une vraie belle surprise. Un sleeper hit, comme disent nos amis les ricains. Mais à l'international, Twister n'a clairement pas convaincu, au point de n'avoir récolté que 98 millions de dollars au moment où j'écris cette vidéo, ce qui fait que son pourcentage des recettes est de 72% pour le box-office domestique et seulement de 28% à l'international. C'est vraiment rare de voir un tel écart. Alors bien sûr, on pourra mettre ça sur le fait que le film se passe dans l'Oklahoma avec des chapeaux de cow-boy, du rodéo et surtout mon chouchou Glenn Powell. C'est tout la vraie tornade du film, bébé. Mais le côté très américain du film ne me semble pas être un argument suffisant. En tout cas, Twisters semble précipiter un mouvement qu'il faudra observer de près. À quel point les blockbusters américains peuvent survivre sans l'aide de l'international? Et est-ce que le retour du public US dans les salles peut suffire à un équilibre financier? Rien n'est moins sûr, mais sans vouloir être alarmiste,
il est clair que les choses changent, et chaque année prouve de plus en plus que le box-office est à l'image des films un prototype, qu'il n'est pas si simple d'écrire à l'avance. Enfin, sauf si vous avez la force de frappe marketing de Ryan Reynolds, je suppose. Si ces sujets box-office vous intéressent et que vous voulez approfondir tout ça, on a plein de vidéos trop cool sur cette chaîne. Mais je vous recommande notamment ma vidéo sur le bid d'Horizon de Kevin Costner, qui est également un cas très intéressant à analyser. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!